Cette vidéo est sponsorisée par Ankama. Ils m'ont chargé de vous parler de leur nouvelle bande dessinée. Forgotten Blade. Oh flûte, j'ai encore oublié mon canif. Je suppose que c'est une lame oubliée? Eh non, coupe. Dans un monde défini, régi par 5 rivières, une inquisition massacre tous les peuples dits considérés comme hérétiques. Rusa, surnommé le Crasseux, Ah, tout ça parce que j'avais pas vu que j'avais un bout de salade entre les dents, vous êtes chiants les gars! est à la recherche d'un adversaire digne de lui. Il rencontre alors une jeune chamane du nom de Noah qui lui propose d'aller tuer Dieu. Nietzsche approuve. Commence alors une épopée où ils affronteront les horreurs de l'Inquisition, mais aussi des créatures cauchemardesques et les secrets de ce monde de folie créé par un dieu cruel. Une épopée stylisée avec le magnifique style de dessin de Tony Fejzula, qui n'est pas sans rappeler celui des bandes dessinées Walking Dead, et écrit par Tse-Chum, le très chouette scénariste de... Bon, c'est largement son meilleur travail, disons-le. L'univers est simple mais original et intéressant avec ses différentes rivières ayant des caractéristiques comme une rivière de flammes, une rivière des morts, une rivière pour apaiser les souffrances, la rivière qui fait oublier, qui sert pratiquement d'alcool dans ce monde, et la rivière de la vie. Non, pas celle-là. En plus, le duo entre le gros barbare et la magicienne Vengeresse apporte la dynamique et le souffle épique qui plairait à tous les fans de fantasy. Retrouvez Forgotten Blade chez votre libraire ou via le lien dans la description. Merci beaucoup à Ankama pour le sponsor et bonne vidéo à tous. Voilà dans un nouveau Fermela où je me plains à nouveau du film Black Adam. Mais cette fois, nous n'allons pas parler du film en lui-même. Non, nous allons parler d'un des hommes responsables de son existence. Comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, Black Adam est un symptôme dû au mix de plusieurs maladies qui touchent l'industrie du cinéma. Et l'une de ces maladies est Dwayne Johnson lui-même. Métaphore, hein, je ne dis pas que c'est vraiment une maladie, hein, je précise au cas où. Dwayne Johnson, alias The Rock, est un acteur qui a toujours eu ses détracteurs, notamment à cause du fait que c'est à la base un catcheur, donc pas vrai acteur, ou du fait de la piètre qualité de ses films. Et autant critiquer son talent d'acteur qu'à travers son passif de catcheur, je trouve ça extrêmement débile, autant lui mettre la piètre qualité de ses films sur son dos, ça sort pas de nulle part. Certains dans les commentaires de la vidéo sur Black Adam me reprochaient de faire l'erreur de mettre l'échec du film sur son acteur principal, oubliant totalement que cet acteur principal est aussi producteur, donc au-dessus des réals et scénaristes dans la hiérarchie de puissance d'un film hollywoodien. Et surtout parce que Dwayne Johnson abuse de sa notoriété pour altérer et s'approprier des tas de projets depuis des années, comme il l'a fait notamment sur Black Adam. Bon, je tiens à préciser, non, cette vidéo ne va pas partir dans sa vie privée ou le juger sur je ne sais quel scandale du genre. Parce que de ce que j'ai vu, la personne derrière l'acteur n'a rien de problématique ou de toxique. On peut même dire que c'est un des rares protagonistes du DCU à pas avoir de casserole au cul. Son ex-femme Dany Garcia est toujours en très bon terme avec lui, produit même ses films. Il renvoie l'image d'un bon père de famille, il assume et est fier de ses origines polynésiennes. Politiquement, c'est assez difficile de déterminer tant son image publique est lisse. Il a pu dire certains trucs un peu macho à ses débuts, comme dans les commentaires audio du Roi Scorpion, mais tu sens que c'était plus pour aller dans le sens de son public qu'une vraie opinion. Et au-delà de ça, il fait de son mieux pour bien mettre en avant des actrices de talent et des personnages de femmes fortes. Donc si vous me dites que Dwayne Johnson est quelqu'un de bien, je comprends d'où ça vient. Chaque fois que tu le vois en interview et tout, tu sens le mec qui veut bien faire, qui est sympa avec tout le monde, le bon pote quoi. Donc je comprends qu'il soit populaire malgré qu'il ait plus joué dans des films de merde profitant des bas instincts de son public que des bons films avec une vraie proposition de cinéma. Son meilleur film, c'est un film d'animation Disney quoi. C'est très bien, attention, mais voilà. Et nous allons explorer aujourd'hui ses méthodes de travail au long de sa carrière pour voir que non seulement Black Adam est de sa faute, ou que ce film existe grâce à lui, ça dépend si vous avez kiffé le film. Vous connaissez mon opinion là-dessus, mais bon, hein. Mais aussi qu'il peut faire encore plus de dégâts dans le futur si on continue à le laisser faire ce qu'il veut porté par son ego. Et ce pas qu'au cinéma. Et je ferai ça avec autant de nuances possible. Je ne vais pas le défoncer et dire qu'il devrait arrêter le cinéma. Je ne vais pas l'enjoliver et dire qu'on devrait tous le vénérer parce qu'il est trop cool. Je vais juste expliquer ce qu'il a fait de bien, de mal, ce qui pourrait empirer ou ce qui pourrait s'améliorer dans le futur. Donc commençons par le milieu où Dwayne Johnson doit son surnom de The Rock. The Rock, le catcheur. J'y connais rien en catch. Bon ok, j'exagère, hein, j'y connais un petit peu. Mais c'est vraiment que dans les aspects un petit peu superficiels, tu vois, je déteste pas ce sport. Je vais même dire que si j'avais le temps de m'y intéresser un peu plus, je pourrais sûrement trouver ça fun, mais voilà. Je connais quelques noms principalement parce que certains sont ultra populaires, parce que j'ai fait des recherches pour les besoins de cette vidéo, et parce que, qu'on le veuille ou non, le monde du catch est pas mal lié au monde du cinéma. Beaucoup considèrent que ce mélange est une erreur, disant que les catcheurs ne seraient pas de vrais acteurs. Propos que je trouve snobinard et con. Surtout que de l'autre côté, les catcheurs ont déjà pas mal de complexes avec tous les crétins qui disent « Oh mais
c'est pas de vrais combats! Alors oui, les combats sont scénarisés, évidemment, mais ça change pas que beaucoup de catcheurs se blessent durant ces combats, et que ça peut même détruire leur carrière, surtout qu'ils n'ont pas d'assurance la plupart. Donc vu ce qu'ils subissent pour faire plaisir aux spectateurs qui les regardent, on pourrait au moins leur accorder que ce sont de bons performeurs et de bons acteurs. Comme disait Roland Barthes, oui, le même Roland Barthes qui a fait la théorie de la mort de l'auteur, il s'est intéressé au catch lui aussi. Eh bien, il a dit... Le catch n'est pas un sport, c'est un spectacle. Il n'est pas plus ignoble d'assister à une représentation catchée de la douleur qu'aux souffrances d'Arnolphe ou d'Andromaque. Ouais, le mec compare le catch au théâtre grec. La classe. Et je suis d'accord, les catcheurs sont des gens du spectacle avant d'être des sportifs, et beaucoup se sont révélés excellents dans l'exercice de l'acting une fois arrivés au cinéma. André le Géant est toujours considéré comme un bon acteur avec des films comme Princess Bride, David Bautista est tellement excellent qu'il se retrouve à jouer dans des films plus artsy comme Blade Runner ou Dune, même le célèbre John Cena a prouvé qu'il pouvait être un excellent acteur dans la série Peacemaker, où il démontre une vraie sensibilité dramatique et psychologique, et même dans des films comme Bumblebee, il joue très bien. Oh, il y a aussi ce petit acteur que je pense pas que vous connaissiez, hein, pas très connu, hein, qui s'appelle Lino Ventura. Ouais, on l'oublie un peu, mais bien avant les Tontons Flingueurs et le clan des Siciliens, le mec était champion d'Europe des poids moyens en 1950. Comme quoi, il y a d'autres alternatives pour ces gars-là que Randy Savage dans Spider-Man ou Hulk Hogan dans Mr. Nanny. You know, Mr. Nanny wasn't that bad. It was bad. Et dans le cas de Dwayne Johnson, je dois avouer que son histoire et ses origines ont quelque chose de mythologique. Il vient d'une véritable lignée de catcheurs, que ce soit son père, Rocky Johnson, champion de la NWA, et membre de la première équipe afro-américaine champion du monde de la WWF, qui deviendra plus tard WWE à cause d'une histoire de panda et de noms. Son grand-père, Peter Maïva, célèbre catcheur polynésien, est grand champion de la NWA, que l'on pouvait voir dans On ne vit que deux fois, et dont l'apparence a beaucoup inspiré le personnage de Dwayne Johnson dans Moana, Maui. Et même sa grand-mère, Lia Maïva, était un nom important du catch, car c'était la première femme à gérer les carrières et compétitions de beaucoup de grands noms du catch. C'est aussi un Ali'i, un membre de la noblesse samoane. Ouais, Dwayne Johnson est un descendant de nobles samoanes. Ce qui ne l'a pas empêché de grandir dans un milieu modeste limite précaire, dont il espérait sortir en devenant footballeur. Pas le foot comme celui qu'on a en France, hein. Non, c'est le foot américain. À savoir la même chose, sauf que là, ils se foncent dessus comme des malades. Ce qui fait que c'est direct beaucoup moins chiant. Ouais, avant même le catch, Dwayne Johnson était à la NFL. Mais une blessure et un changement de carrière dans une équipe canadienne l'a conduit à une reconversion dans le catch professionnel pour suivre son héritage. Et il a fait une carrière fulgurante à la WWE, où il se faisait appeler d'abord Rocky Maïva, avant d'être rebaptisé The Rock. Il a sa chanson, il a sa catchphrase. Est-ce que vous sentez ce que The Rock mijote? Une histoire un peu à la Vegeta par rapport à son rival et allié, le super-héros du catch de l'époque Stone Cold Steve Austin, et surtout la puissance de galvaniser le public, faisant de lui un champion ultra populaire. Pendant un moment, il jouait pas mal les méchants dans ses matchs, mais sa popularité et son charisme furent tels qu'il est vite devenu le champion du peuple. Dans les années 2000, sa popularité dépasse le ring. Il a écrit un livre, fait des caméos dans des séries télé comme Star Trek Voyager ou The 70s Show, présente la grande première de la Xbox. Wow. Rock, that is impressive. Et bien sûr... The Rock dans le rôle du roi Scorpion. Le retour de la momie. Son premier rôle sur le grand écran, où il n'a fait qu'une journée de tournage pour la séquence d'intro. Ce qui a pas mal emmerdé les mecs des effets spéciaux chargés de créer une version monstrueuse en synthèse de son personnage, mais n'avait pas assez de données pour faire en sorte que la modélisation ne ressemble pas à... l'effet spécial le plus moqué de ces dernières années. Comme quoi, la nullité de ce célèbre effet spécial n'est pas de la faute des gens qui ont bossé dessus. Pas de la faute à Dwayne Johnson non plus d'ailleurs, hein. C'est plus la faute des producteurs et des agents qui lui ont donné qu'une seule journée de travail pour ce tournage. Le reste, c'est la post-prod qui se démerde avec ça. Agents et producteurs qui se sont mis d'accord d'offrir au roi Scorpion un spin-off. Donc même à l'époque, des spin-offs se faisaient juste pour exploiter la popularité de The Rock, où on transforme son personnage de méchant en gentil tout mignon. Ainsi commence sa longue carrière au cinéma avec des films comme Bienvenue dans la jungle et Tolérance Zéro, qui permit au Rock de s'imposer comme une nouvelle figure du cinéma d'action. Avec ça, il quitte la WWE et revient occasionnellement à partir de 2011, privilégiant quand même le cinéma. Donc un parcours qui fait rêver quoi, je veux dire c'est la version rêve américain de Spartacus. Il était dans le bas peuple, puis il devient gladiateur, puis il devient un symbole d'héroïsme fantasmé. Il manque plus que la partie où il devient un général influent qui change son pays.
On y vient. Ça ressemble presque à de la fiction tant c'est idéalisé comme parcours. Mais bon, je suis pas journaliste d'investigation, je peux pas savoir s'il ment ou pas. Ce que je peux dire, c'est que Dwayne est très fier de ses origines et de son parcours. Il adore en reparler encore et encore, que ce soit en interview ou au travers de sa série autobiographique Young Rock. Même sa carrière dans le foot, il n'a aucun souci à parler de cet échec personnel et même faire des films qui profitent de son expérience dans le foot. Mais comment s'est passé le reste des événements? Comment s'est passé son parcours à Hollywood? Poussi coussa. Dwayne The Rock Johnson, l'acteur. Le début d'acteur de Dwayne Johnson était compliqué. Les gens ne le détestaient pas, mais clairement l'industrie avait du mal à avoir confiance d'engager des catcheurs après la catastrophe nucléaire qu'était la carrière de Hulk Hogan. Fun fact, je connais rien du tout à la carrière de catcheur de Hulk Hogan, par contre je le connais pour être le héros principal de la série Caraïbes Offshore. C'est une série produite par les mecs qui ont fait Alerte à Malibu, où Hulk Hogan a un super bateau high-tech pour combattre des méchants. Ouais, c'est un petit peu d'un des derniers exemples de séries sur des super véhicules comme il y avait à l'époque K2000, Supercopter. Quand j'étais gosse, j'adorais cette merde, mais je comprenais jamais rien au scénario de ces séries-là. Excepté pour Caraïbes Offshore, parce que le scénario concernant les humains était tout aussi débile que le scénario concernant le bateau high-tech. Bref, ouais, les studios savaient pas trop quoi faire de lui et le mettaient dans un petit peu tout et n'importe quoi. Des films débiles, des films sérieux, des seconds rôles, des premiers rôles, des drames, des films de SF, des films épiques, des comédies, des films d'horreur et bien sûr, des films d'action souvent bien réac comme Tolérance Zéro. Très bon titre français pour les années Sarkozy, hein. Même sa VF, il avait du mal à trouver sa voix titrée. Avant que David Kruger ne devienne son doubleur officiel, il était doublé par Gérard Darrier, Bruno Dubernat, Dominique Bernard, Gilles Morvan, Thierry Desroses. Il avait l'air de se caler avec Guillaume Orsat, mais il enchaîna quand même Matthew Moreau et Anthony Cavana et faisait un coup Orsat, un coup Kruger avant de rester définitivement avec Kruger. Ce n'est pas aidé par le fait que Dwayne Johnson se voulait et était vendu comme un nouveau Schwarzenegger. Schwarzenegger avec qui il est très pote et qui fait un caméo très évocateur du passage de flambeau dans Bienvenue dans la jungle. Hasta la vista, baby. Et on a failli avoir un Conan 3 avec un vieux Schwarzy et son fils joué par Dwayne Johnson. Même du côté politique, on sent que Dwayne Johnson essaye vraiment de se calquer sur son modèle. Encore une fois, on y vient. Le problème de vouloir être le nouveau Schwarzenegger, c'est... Il y avait une raison pour laquelle Schwarzy ne faisait plus beaucoup de films à cette époque. Schwarzy fait partie d'une catégorie de héros de films d'action spécifiques qu'on appelle les héros réganiens. Des carrures musclées et adorant les armes à feu qui tuent sans remords, souvent des communistes et des punks. Or, dès que la guerre froide et Reagan avaient dégagé, ces héros ont eu du mal à se réinventer dans les années 90. Chuck Norris a fini à la télévision, Stallone avait du mal à trouver des bons films, Seagal a tenté une reconversion dans l'écologie pour finalement aller taper des bandits en Hongrie. Schwarzy est finalement celui qui a eu le plus de chance car il a pu tourner dans quelques chefs-d'œuvre qui ont confronté sa figure réganienne pour la remettre en question comme Terminator 2 et Last Action Hero, et a su se reconvertir en partie dans des rôles plus ou moins dramatiques ou dans la comédie comme True Lies, Un flic à la maternelle ou Jumeaux. Ces trois films-là sont les meilleurs de cette catégorie. Parce que dans les années 90, les héros réganiens devaient soit assumer le ridicule, soit disparaître. Donc Dwayne Johnson qui essaye de revenir à ça dans les années 2000, alors que même Schwarzy avait arrêté le cinéma pour devenir gouverneur de Californie, c'était casse-gueule. D'ailleurs, il a vite fini par faire de la comédie dans le même style qu'un flic à la maternelle, avec La Fée des Dents et Maxi Papa. Pour les besoins de cette vidéo, je me suis revu la quasi-totalité des films avec Dwayne Johnson. Et vous pourrez mettre sur ma tombe a été surpris par le twist de Maxi Papa. Non, sans déconner, je l'ai pas vu venir. Bien joué, réalisateur de Reefer Madness. Mais en rétrospective, ça fait du bien de revoir les films qu'il faisait à cette époque. Genre, beaucoup étaient nuls, bien sûr, hein. Mais même dans les pires films, il tentait des trucs différents de la soupe qui nous sert à chaque fois dans ses films récents. De tous les films qu'il a fait entre 2001 et 2010, 6 assument de ridiculiser et rabaisser le personnage de Dwayne Johnson, 3 lui donnent le rôle du méchant, et seulement 1 se passe dans une jungle. Dans le lot, il y a même un très chouette biopic, Rédemption, où il joue Sean Porter, un responsable de centre de détention pour délinquants juvéniles, qui a formé une équipe de football avec ces jeunes délinquants pour les encourager et les guider dans leur reconversion. Et non seulement The Rock est bien dans ce rôle, mais en plus c'est à partir de là qu'il a commencé à être crédité comme Dwayne The Rock Johnson, avant de finalement être crédité Dwayne Johnson à partir de Max la Menace, pour dire que c'est le film qu'il a décidé à prendre sa carrière d'acteur au sérieux. Et si vous n'avez pas vu Rédemption, je vous le conseille, il est sur Netflix. Il est vraiment pas mal du tout et touchant par moments, n'hésitez pas. En autre bonne surprise, on a Faster, où il arrive à être une figure effrayante et joue bien les moments dramatiques. Bon petit film de vengeance, je le conseille aussi, il est pareillement sur Netflix. Même dans Maxi Papa, malgré le fait que presque tout le film soit de la comédie pour bébé, au milieu il te fait du drame et montre même quelque chose qu'on ne voit pas assez, Dwayne Johnson qui pleure.
incroyable! Maxi Papa montre le range, l'éventail d'émotions de Dwayne Johnson, qui est quand même une comédie Disney pour bébé où il faut carrément le gag de « Oh oh, je mets tous les savons et shampoings dans la baignoire et du coup ça fait de la mousse dans toute la maison !» Mais celui qui résume le mieux les vraies capacités d'acteur du mec et qui m'avait convaincu que oui, Dwayne Johnson peut être un super acteur, un des rares films à l'avoir pris au sérieux, était le bancal mais tout de même fascinant Southland Tales, par le réalisateur de Donnie Darko, qui profitait de son statut d'acteur d'action célèbre pour une sorte de déconstruction de la figure d'héros masculin glorifié et autodestructrice de la culture américaine. Je n'ai jamais envisagé de me suicider. Je suis un beau gosse. Et les beaux gosses ne se suicident pas. Et dans ce film, il y a une variété d'émotions et de tons qui montrent que, oui, Dwayne Johnson est un bon acteur qui peut jouer autre chose que Dwayne Johnson, quand on le dirige un minimum. À titre personnel, à cette époque, je ne détestais pas le mec. Mais il était juste là, tu vois. Il était dans son coin, il emmerdait personne, et il pouvait être amusant dans des films comme Max la Menace. Le seul truc que je lui reprochais à cette époque, et c'est probablement la critique la moins objective possible, c'est que j'avais un petit peu cette impression qu'il remplaçait Brendan Fraser, vous voyez. En vrai, c'est plus compliqué que ça. Dwayne Johnson montait en popularité dans une période où Fraser sombrait à cause de ses blessures de tournage, sa dépression et son harcèlement sexuel par un producteur. Mais voilà quoi, il a eu son propre spin-off de La Momie, il le remplace dans la suite du Voyage au centre de la Terre, et même la suite de G.I. Joe où Fraser faisait un caméo, Johnson devient le héros dans la suite. Suite où il joue le personnage de Roadblock, qui est le cuistot des G.I. Joe. Tout ça pour faire la blague sur sa catchphrase « Est-ce que vous sentez ce que The Rock cuisine ?» qu'il faisait à l'époque où il était catcheur. Et il lui a aussi piqué son doubleur officiel Guillaume Orsat. Encore une fois, pas un vrai reproche, mais la coïncidence est rigolote quand même. Et c'est là qu'arrivent deux films qui vont changer la carrière de Dwayne Johnson. Le premier est Expendable, dans lequel son pote Steven Steen joue et qui participe à repopulariser les gros bras de films d'action bourrins des années 80 à la Reagan. Dwayne est pas mal frustré de pas pouvoir jouer dans cette licence, mais heureusement pour lui, un autre gros bras qui n'a pas été invité chez les Expendables va transformer une licence qu'il dirige en son propre Expendable. Avec des tables de blackjack et des putes. Arrive le second film, Fast and Furious 5, qui fait la transition de la licence d'un film sur des courses de tuning illégales en une licence de film d'action bourrine mais généreuse, introduisant le personnage de Dwayne Johnson, Luke Hobbs. Ouais, moi aussi, j'oublie tout le temps qu'il s'appelle comme ça dans ces films-là. À chaque fois, je l'appelle soit Dwayne Johnson, soit The Rock. D'abord présent pour être le Tommy Lee Jones dans Le Fugitif de l'histoire, le super flic qui poursuit Vin Diesel mais comprend à la fin qu'il est innocent et devient pote avec lui, son personnage évolue dans les suites et devient un second protagoniste pour Fast and Furious. Et il lance une carrière d'héros d'action plus homogène et finissent même par rendre Dwayne Johnson indissociable d'un certain genre de cinéma d'action. Les films ne sont pas meilleurs pour autant, mais il a des rôles plus exigeants, dans des plus gros budgets, et ces films fonctionnent de plus en plus. Ce sont pas des petits machins vite oubliés par le grand public comme La Montagne ensorcelée ou Faster. Là, même les nullissimes Hercule et Rampage font sensation lors de leur sortie. Et surtout, il a trouvé son personnage. Ouais, beaucoup critiquent ça à plus ou moins juste titre. Dwayne Johnson joue le même personnage dans quasiment tous ses films. Ce qui n'est pas forcément mauvaise chose en fait. Beaucoup d'acteurs sont caractérisés par un personnage qu'ils rejouent dans tous leurs films, et sont quand même considérés comme de grands acteurs parce qu'ils ont l'intelligence de jouer dans des films dont on attend que ça d'eux, comme Louis de Funès, Al Pacino, Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Jeff Goldblum. Ouais, Dwayne Johnson a joué Luke Hobbs et n'a jamais vraiment arrêté, mais quand c'est pour des films débiles comme Baywatch ou des films d'aventure concons comme Jungle Cruise, c'est pas vraiment un problème. Là, dans ce chapitre, j'ai peut-être donné l'impression que je défendais Dwayne Johnson, mais je tiens juste à être le plus nuancé possible. Le problème, c'est pas qu'il soit un catcheur ou qu'il soit un acteur ayant un jeu limité, ou même le fait que c'est un acteur qui joue tout le temps la même chose. Non, le problème, c'est que c'est un acteur populaire qui fait tout pour être populaire, quitte à parasiter des projets et en faire des trucs à sa gloire. Dwayne Johnson, la star. Sur pas mal de points, Dwayne Johnson me rappelle un peu Adam Sandler, un autre acteur qui a du talent, mais qui s'est enfermé dans un genre et un style de film qui le met dans une position confortable, mais n'exploite aucun de ses talents à fond, faisant des films homogènes et peu intéressants. Ouais, vous savez de quoi je parle. Toujours des rôles de beau gosse musclé avec un mec moins fort que lui qui l'accompagne, juste pour qu'il ait l'air encore plus fort en comparaison. Il dit toujours des phrases mondaines comme si c'était des catchphrases ultra cool. Papa reste à la maison. Le corps qui va avec ce bras doit pas être très loin. Il y a des à-coups au point mort. Il sera jamais au point mort. Je serai payé de toute façon. On peut louer une chambre au Shutters. C'est mon hôtel préféré. J'adore votre babouchka. Il dit un truc, puis il fait une pause.
et finit sa phrase en chuchotant. Il lève le sourcil, il est souvent avec un t-shirt manche courte moulant d'une couleur unie qui déborde de muscles et de transpiration. Il est souvent montré comme le bon papa de petites filles mignonnes et mari fidèle et modèle, même quand la femme en question est morte ou qu'ils sont divorcés. Et bien sûr, il est curieusement très souvent dans la jungle. Il y a un intrus parmi toutes ces photos de Dwayne Johnson dans la jungle. Saurez-vous trouver laquelle? C'est exact, celle de Rampage. C'est pas une jungle, c'est une forêt. Et qu'il joue cet archétype dans un machin genre Fast and Furious ou Skyscraper, pourquoi pas, hein, ça marche, ces films ont été écrits comme tels. Mais quand il joue un rôle qui exige autre chose de lui, il se doit d'agir en professionnel, soit en se retirant poliment de la proposition, soit en faisant l'effort de jouer ce rôle. Ce qui, comme on le sait, est dans ses cordes. C'est ça mon problème avec Dwayne Johnson. Il fait ce qu'il veut, pas ce qu'on attend de lui. Je veux dire, ok, la liberté de faire ce que tu veux, hein, c'est bien en soi, mais... le cinéma, c'est un travail d'équipe. On t'a fait venir pour que tu aides le groupe, pas pour que tu t'imposes comme nouveau leader du groupe. Le problème avait déjà commencé à l'époque des Fast and Furious. Les acteurs de gros bras comme Dwayne Johnson et Vin Diesel ont une clause particulière dans leur contrat. Ils exigent d'avoir un certain temps d'écran. S'ils sont en duo avec une autre star de film d'action, ils doivent négocier pour avoir le même temps d'écran. Et surtout, ils ne doivent pas perdre, encore moins contre l'autre. J'appelle ça la clause de « j'ai un petit zizi mais je veux pas que les autres le sachent, donc du coup je compense ». C'est quelque chose qui a pas mal cassé les couilles de Stallone quand il a fait The Expendables. Négocier avec tous ces gros bras qui ont tous cette clause de merde. Si vous voulez savoir à quoi servait le sous-scénario où Jason Statham défend son ex contre un copain violent, eh bien c'est pour compenser son temps d'écran dans le film. Le personnage de Gunnar, joué par Dolph Lundgren, devait à la base être interprété par Jean-Claude Van Damme, qui a refusé parce qu'il ne voulait pas perdre un combat contre Jet Li. Mais... c'est Jet Li qui perd dans ce combat-là, de quoi tu parles? Du coup, ça pose problème quand un acteur de ce genre joue l'antagoniste d'un film. Oui, à ses débuts, Dwayne Johnson jouait les méchants, parce qu'à l'époque, il n'avait pas encore la notoriété nécessaire pour avoir une telle clause. Mais dès qu'il a eu cette notoriété, et qu'il peut influer sur un film ou choisir ses rôles, plus jamais on ne le voit en méchant ou se faire battre. Même les personnages secondaires, il accepte de moins en moins. C'est encore plus compliqué quand Jason Statham a rejoint la licence Fast and Furious, alors que lui aussi avait la même clause. Du coup, t'as les trois acteurs qui se battent, mais personne ne peut gagner contre l'autre. Tous les combats entre eux finissent par un match nul ou une interruption du combat où les personnages fuient. Parce qu'aucun d'entre eux n'avait le droit de se montrer comme supérieur. Vous imaginez s'il y avait ça à l'époque de la Fureur du Dragon? Genre Chuck Norris, il lit le script et il voit son combat culte contre Bruce Lee et il est genre non, il est hors de question que je perde ce combat. Non mais je m'en fous que ce soit important pour l'histoire, je veux que vous réécrivez. Je suis Walker Texas Ranger, hein, je tape les méchants avec les pieds, hein. Et dans le cas de Vin Diesel contre Jason Statham dans Fast and Furious 7, c'est pas le gentil Vin Diesel qui bat le méchant Jason Statham, non, c'est la rue qui bat Jason Statham. C'est le propre des combats de rue. À chaque fois, la rue gagne. Ouais bon, tu joues sur les mots pour pouvoir me faire perdre ce combat, hein. J'accepte uniquement si j'ai mon spin-off après ça. Ouais c'est ça, va te faire voir chez Dwayne. Ok. Et justement, à force de conflits, Dwayne Johnson, une fois qu'il est devenu producteur et patron de sa propre boîte, il a forcé pour retirer son personnage et celui de Statham dans leur propre spin-off à leur nom. Et c'est nul. Hobbs & Shaw est probablement le meilleur épisode de Fast and Furious, et Dwayne Johnson apporte beaucoup plus d'énergie et de charisme à son personnage que Vin Diesel, et lui à chaque fois a l'air de se faire chier comme un rat mort dans ses films, mais ce n'est pas pour autant que les raisons derrière la création de ce film ne sont pas pathétiques. Je veux bien que tu joues tout le temps le même rôle, Dwayne, mais là tu interdis aux scénaristes de faire ce qu'ils veulent du personnage qu'ils ont créé. Genre imaginez si Dwayne Johnson jouait Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, et ben son contrat interdirait de le tuer ou qu'il faut le ressusciter pour son spin-off où il tue Sauron à lui tout seul. Imaginez s'il jouait Drax dans Les Gardiens de la Galaxie, il aurait tué Ronan et Thanos plutôt que de se faire mettre KO facilement. Oui, je sais que Drax tue Thanos dans les comics, mais c'est clairement pas la même histoire qu'il voulait raconter dans Infinity War, quoi. Non, et puis, qu'est-ce que t'en fous de jouer les méchants ou pas? C'est cool de jouer les méchants. Tu peux t'amuser à jouer un personnage classe mais cruel. Tu te retrouves avec des monologues de dingue. Tu joues une alchimie avec le héros. C'est même encore plus intéressant en termes d'acting si le méchant en question est nuancé et a de la profondeur. Schwarzenegger et Stallone, quand ils jouent des méchants, ils étaient marrants. Et leur carrière n'a pas eu de dommages après ça. Et même perdre des combats, c'est cool à jouer. Tu peux même passer pour badass en montrant que tu te blesses durant le combat mais t'essayes quand même. Tu viens du catch, banane. T'es censé savoir que le moment où le héros perd est important pour les sensations d'un combat. C'est vraiment une connerie d'acteur ça en fait. Parce que Statham et Diesel ils ont jamais fait de catch et pourtant ils ont cette clause. Dave Bautista et John Cena, eux par contre, ils n'ont jamais imposé une telle clause malgré leur passif de catcheur. Et ce même dans les projets où John Cena produit. De mon point de vue, c'est que de l'ego. De la peur de ne pas être assez bien et de se retrouver avec une mauvaise image ou de ne pas être valorisé dans le monde du cinéma. Sauf que c'est ridicule.
Aucun acteur n'a perdu en popularité parce qu'il a joué un méchant. Certes, il y a des cas comme Lena Headey qui s'est fait insulter par des fans car elle était trop convaincante en méchante manipulatrice dans Game of Thrones, mais sa carrière a quand même continué sans souci, et elle a su démontrer au monde son talent grâce à ce rôle. Hugh Jackman a joué Barbe Noire dans Pan et un gros connard dans Chappie, ça n'a pas empêché de rester un acteur très populaire dans des films très appréciés, dont un qui tourne autour de sa mort héroïque. Ryan Reynolds joue un serial killer dans The Voice et ne cache jamais qu'il est une sombre merde dans Deadpool, et ce sont des films qui ont pratiquement sauvé sa carrière au point de le laisser jouer Pikachu. Keanu Reeves n'a jamais eu de soucis à jouer des méchants comme dans L'Homme du Tai Chi, The Bad Batch ou Beaucoup de bruit pour rien, ni même à avoir son personnage déconstruit et moins mis en valeur que d'habitude, comme dans le dernier Matrix, Toy Story 4 ou Crypto le chien. Et ça reste une star d'action populaire avec les John Wick, et on le considère toujours comme la personne la plus appréciée humainement de l'industrie hollywoodienne. Tu peux avoir un peu de variété dans tes personnages, Dwayne. Tu n'es pas obligé que de jouer qu'un seul type de personnage. Ne crois pas qu'il suffit que tu joues une seule fois un méchant pour que les gens ne t'aiment plus. Au contraire, je suis sûr qu'ils te kifferont encore plus. Parce que les gens kiffent les méchants. Et je suis sûr que tu serais cool en jouant des méchants parce que à l'époque t'étais cool en jouant des méchants. Si t'avais joué le Black Adam tel qu'il est dans les comics, t'aurais été bien plus fun que ce machin chiant qui fait que pleurnicher de dire qu'il fait ce qu'il veut. J'avais vu un faux tweet d'un mec qui annonçait que James Gunn avait proposé le rôle de Lex Luthor à Dwayne Johnson, et au-delà de la blague de James Gunn lui a donné ce rôle pour le troll juste parce qu'il est chauve, et Dwayne Johnson le prend tellement mal qu'il veut lui péter la gueule, et autre blague autour de la hiérarchie de puissance qui va changer à tout jamais, et bien en fait, si tu faisais bien ton boulot d'acteur, je suis sûr que tu ferais un très bon Lex Luthor. Genre un truc proche de la version de Bruce Timm où il est pas mal baraqué là aussi. Au côté vendeur familial donnerait un charme d'entreprise qui collerait bien au côté baratineur public de Lex. Tu serais badass dans les moments où tu menaces Superman, et je sens que tu ferais bien certaines scènes comme celle dans All Star Superman où il explique à Clark Kent pourquoi sa force d'être humain travaillée par le sport est plus valorisante que la force innée de Superman. Vous voyez ça, Kent? Du vrai muscle. Ce n'est pas le fait d'un métabolisme extraterrestre, seulement le fait d'un effort personnel. Il y a plus de sagesse dans ton corps que dans ta plus profonde philosophie, Nietzsche. Je travaille celui-ci. Autant que cela. Dwayne Johnson aurait juste à accepter que quelquefois, il joue le rôle d'un connard, et il aurait juste à compter sur l'intelligence de ses spectateurs pour qu'ils comprennent que l'acteur n'est pas le personnage. Mais non, il ne le fait pas. Et c'est encore pire quand il devient producteur et crée sa propre boîte, Seven Box Productions. Dwayne Johnson, producteur à 7 balles. En 2012, en association avec son ex-femme Danny Garcia, Dwayne Johnson fonde Seven Box, une boîte de production qui ne se vend que sur un seul argument: lui-même. Seven Box produit des documentaires comme Rock and Hard Place, présenté par Dwayne Johnson, des téléréalités comme Wake Up Call avec Dwayne Johnson, des séries télé comme Ballers avec Dwayne Johnson, des jeux télévisés comme Titan's Game avec Dwayne Johnson, et bien sûr, des films avec Dwayne Johnson. C'est qu'à partir de 2017 qu'ils commencent à sortir leurs propres films et démontrent leur principale ligne directrice. Prendre toutes les licences qui leur tombent sur la main et y foutre Dwayne Johnson en héros principal. Donc bien sûr, on se retrouve avec l'adaptation d'une série par des producteurs sans race comme le film Alerte à Malibu, où Dwayne Johnson remplace David Hasselhoff, des projets de suite de films cultes que personne ne sait quoi en foutre comme Jumanji, ainsi que des adaptations de jeux vidéo qui traînent tellement que le jeu en question a plus de 30 ans et que le dernier opus date de 2006 comme Rampage. Ouais, les gens ont un petit peu oublié, mais c'est un jeu vidéo à la base, hein. Par les créateurs de Mortal Kombat, Midway, qui appartient à Warner maintenant. Je me demande s'ils avaient prévu de faire une espèce de Midway Cinematic Universe, vous voyez. J'adore imaginer la tronche des producteurs qui ont déjà du mal à voir l'intérêt d'adapter un tel jeu vidéo, et qui en plus arrivent à la dernière page du script et qu'ils découvrent qu'ils vont devoir dépenser des millions pour que le gorille albinos géant en image de synthèse fasse le crac-crac avec les doigts, là. Non, c'est bon, enfin, essaie d'être un peu classe, ok? Mais ça ne s'arrête pas aux licences recyclées, ça va aussi dans des films techniquement originaux qui sont juste des films d'action avec Dwayne Johnson, comme Red Notice ou Skyscraper. Et autant, pourquoi pas, hein? Tu veux t'assurer de la bonne qualité de ces films, ok, hein, t'as le droit, hein. Le problème, c'est quand son intention de s'approprier un projet va à l'encontre des intentions du projet de base. Un parfait exemple de ça est le film Une famille sur le ring. En soi, c'est une très bonne comédie dramatique sur le début de carrière de la catcheuse britannique Saraya Davies, alias Paige. C'est toujours comme tout bon film sur une carrière sportive qui parle plus de social et de la pression émotionnelle sur notre héroïne que du sport en question. Et comme c'est une production Seven Box, Dwayne Johnson y joue son propre rôle. On est des grands fans.
Merci, merci beaucoup. Depuis tout gosse. Depuis l'époque où vous aviez des cheveux. Toi, on dirait que ça fait 20 ans que t'as pas vu le soleil. Ferme-la 2 secondes. Ce qui est à la fois cool et pas cool. C'est cool car les scènes avec lui sont amusantes et il apporte des moments de sagesse qui servent à l'évolution du personnage de Page. Mais pas cool parce que de l'autre côté, le mec prend les 3/4 des affiches. Il prend plus de place que Nick Frost ou Vince Vaughn alors qu'ils ont plus de temps d'écran que lui. Et certaines affiches, il s'impose encore plus que Page elle-même. Genre même quand il a un petit rôle, il est l'argument de vente numéro 1 d'un de ses films. Mais le pire, Dwayne Johnson n'a jamais fait en vrai tout ce qu'il a fait dans ce film. Ouais, c'est un petit peu chelou de se dire que Dwayne Johnson a abusé de sa notoriété pour réécrire l'histoire de cette personne qui existe réellement, qui avait 27 ans quand ce film est sorti, pour se donner le rôle du sage qui a inspiré et donné des bons conseils à l'héroïne principale, alors que dans la vraie vie, ils se sont réellement rencontrés 1 an après les événements mis en scène à la fin du film. Il y a d'autres libertés artistiques sur la véritable histoire de Page dans ce film, mais celle-là, waouh! Eh, souviens-toi, c'est grâce à moi que t'es une championne de catch. T'es qui? Bah, c'est moi, Dwayne Johnson, ton catcheur préféré. Connais pas. Eh, si t'es catcheur, tu connais Triple H? Ferme-la 2 secondes. D'ailleurs, ouais, comme je le disais dans les interviews, il a l'air d'avoir vraiment cette image de bon pote, mais il y a des moments où... Je sais pas, c'est peut-être moi qui extrapole, hein, bien sûr. Mais la façon dont il dit des trucs genre Kevin Hart est mon meilleur pote, alors qu'il lui fait tout le temps jouer le rôle du comic relief qui est là juste pour être ridiculisé par la masculinité surpuissante de Dwayne Johnson, je le sens un peu comme cette vidéo chelou où Vin Diesel tient Michelle Rodriguez dans ses bras pour lui faire dire du bien de lui après le scandale de sa critique sur la place de la femme dans Fast and Furious. Et on en parlera plus tard de sa série autobiographique Young Rock, mais Randall Park qui joue son propre rôle, où on montre qu'en 2032 sa carrière au cinéma se terminera sur un échec et il se reconvertira dans le journalisme. Imagine how much better you'd be at journalism had you not wasted all that time being an actor. Touché. Touché. But I'm a good interviewer, right? No, he's perfect. Yeah. Tous les gags où il apparaît comme ridicule en comparaison de Dwayne Johnson, et cette scène... Au départ, nous étions intervieweurs et interviewés, mais au fil du temps et de nos échanges, nous sommes devenus amis. Oui, j'aime Dwayne Johnson, ne faites pas attention au laser qui suit mon front et qui ne vient pas du tout du fusil sniper de Dwayne Johnson. Dwayne Johnson n'essaierait jamais de me faire exploser la tête si je disais que son zizi fait moins de 10 mètres. Ah ah ah, regardez comme je suis inférieur mais en bon terme avec Dwayne Johnson. Donc vu comment il s'approprie totalement et réécrit sans problème l'histoire d'une véritable personne pour que ce soit une déclaration d'amour envers lui-même, vous croyez qu'il va se gêner quand il s'agit d'un univers cinématographique en pleine construction ? Dwayne Johnson a été choisi pour jouer le rôle du méchant de Captain Marvel, celui qui sera renommé Shazam pour raison évidente, bien avant la sortie du film de 2019. 12 ans avant, pour être précis. Peter Segal avait en effet mis en pré-production un projet après avoir sorti Max la Menace, où Dwayne Johnson jouait le méchant, et prévoyait de faire pareil en lui donnant le rôle de Black Adam. Mais Warner a laissé tomber ce film parce que le succès fulgurant de The Dark Knight, mêlé au flop de Speed Racer, a convaincu Warner que les gens ne voulaient pas d'un film de super-héros coloré et enfantin, comme doit être un film Shazam. Marrant que maintenant les gens préfèrent de loin des expérimentations visuelles pop proches de ce que tentait Speed Racer, d'un truc style Dark Knight. Cette occasion de jouer dans l'univers de Superman, Dwayne Johnson ne l'a pas laissé filer malgré l'annulation de ce projet. Et ce, en s'imposant comme producteur exécutif du film Shazam, et s'est battu pour que le projet voie le jour. Ça tombe bien, DC et Warner, face au succès du MCU, et après s'être rempli les poches avec celui de Man of Steel, décident de faire leur propre univers cinématographique. Avec des tables de blackjack et des putes. Et récupèrent le projet de Dwayne Johnson pour faire venir plus vite le personnage de Shazam. Et comme le seul artiste lié à ce projet est Dwayne Johnson, la première annonce officielle concernant ce film est qu'il jouera dedans, soit en Shazam, soit en Black Adam. Donc si vous trouviez que les films Shazam et Black Adam s'incrustaient bizarrement dans le reste du DCEU, vous savez maintenant pourquoi. Mais bien sûr, dès qu'il a pris confiance en sa notoriété, comme expliqué, Dwayne Johnson refusait de jouer les méchants. Il aurait pu jouer Shazam, ce qui aurait été dans ses cordes. Je veux dire, les Jumanji et son agent presque secret montrent qu'il peut jouer un enfant dans un corps d'adulte ou un gros costaud un peu simplet. Mais bon, je suppose qu'avec sa tronche, c'était trop parfait de le prendre pour Black Adam. Hein. Donc à la place, il s'aborde complètement le projet Shazam qu'il a essayé de maintenir en vie pendant plus de 10 ans. À la base, Black Adam devait être l'antagoniste principal du premier opus, mais prétextant qu'il n'était pas satisfait du développement de son personnage dans ce film-là, Dwayne impose de retirer complètement Black Adam du film Shazam et de sa suite pour lui donner son propre spin-off où il pourra faire ce qu'il pense nécessaire pour rendre justice au personnage. On sait très bien comment ça a fini. Donc ouais, entre remplacer Zack Snyder par Joss Whedon et faire un mauvais plagiat des Gardiens de la Galaxie avec Suicide Squad, les mecs de DC et Warner ont commis une autre erreur fatale qui a endommagé leur univers cinématographique.
Laissez la porte ouverte à Dwayne Johnson. Il s'est complètement emparé, pas seulement de Black Adam, mais de Shazam lui-même, film aussi produit par Seven Box, et changeant l'histoire et les personnages qui sont ou sont pas dans ces films selon ce qui arrange Dwayne Johnson, et essayant de mélanger Shazam et Black Adam dans le DCU, à une époque où Justice League s'est planté, où tous les acteurs se sont barrés, et les mecs de Warner et DC étaient forcés de laisser tomber les projets de crossover pour laisser les films laisser faire leurs trucs dans leur coin, et faire de bien meilleurs films qui se suffisent entre eux, et ne s'enferment pas dans l'éternel teasing marvelien. Shazam 2, ça a été la galère car ils ont dû improviser un nouvel antagoniste parce que Dwayne Johnson avait tout simplement interdit tout mélange avec Black Adam. Vous vous rendez compte du bordel ? Black Adam, la némésis de Shazam, doit être séparé le plus possible de Shazam. Il a même interdit à l'acteur qui joue Shazam de faire un caméo dans son Black Adam et empêcha Shazam 2 d'avoir un caméo de Hawkman pour teaser son arrivée dans la Justice Society, forçant un quart du casting de Peacemaker de s'occuper de ce teasing-là. Le réalisateur a d'ailleurs bien pris comment Dwayne Johnson l'a laissé couler avec Shazam 2 en notant son propre film une moitié d'étoile sur Letterboxd. Ferme-la 2 secondes! Tout ça parce que Dwayne Johnson prétend que ce ne serait pas bon pour les personnages de se croiser. Traduction, il veut jouer les super-héros mais veut pas être mis en scène en train de tabasser la gueule d'un gosse. Par contre, péter la gueule à Superman pour montrer qu'il est plus fort que tout le monde, ça il veut bien. Je déconne pas avec mon exemple sur Lex Luthor, hein. Si Dwayne Johnson avait ce rôle-là, il ferait en sorte que Lex Luthor soit complètement séparé de l'univers Superman et ferait en sorte que les deux personnages ne se croisent jamais pour qu'il n'ait pas à jouer le rôle du méchant. Je ne pense pas que ça rendrait service au personnage de Lex Luthor de le faire combattre Superman. Il mérite son propre film pour montrer qu'il est un bon papa et qu'il est plus fort que Batman. Et il avait forcé le retour d'Henry Cavill en Superman, pas pour faire revenir je ne sais quel Snyderverse fantasmé par des frustrés qui refusent de passer à autre chose, mais pour déformer l'ensemble du DCU pour qu'il ne se focalise que sur Superman et Black Adam. Les autres vont se faire foutre. Tout ça parce qu'il voulait se mettre en scène comme plus fort que Superman lui-même. D'où toute la campagne marketing autour de la hiérarchie de pouvoir de DC qui changera à tout jamais. The hierarchy of power in the DC universe is about to change. The hierarchy of power in the DC universe is about to change. The hierarchy of power in the DC universe is about to change. The hierarchy of power in the DC universe is about to change. The hierarchy of power in the DC universe is about to change. La hiérarchie de pouvoir n'a pas changé, car Dwayne Johnson, comme Zack Snyder avant lui, s'est pris en pleine tronche la dure réalité que ces personnages-là ne lui appartiennent pas, et qu'il ne peut pas changer l'intégralité d'un univers cinématographique qui comprend des tas d'autres projets artistiques avec des visions et des artistes qui ont des intentions spécifiques, et qui méritent autant d'exister que leur projet à eux, pas plus ou moins. Non, et puis je suis désolé pour les fans de Shazam et Black Adam, mais niveau notoriété, c'est vraiment l'équipe B, hein. Moi, ça m'attire pas le film où Superman combat un autre random chauve, là. Bientôt, on va sortir le film qui réunit enfin Batman et Catman. Enfin, depuis le temps que j'attends ça, n'a dit personne. Donc Warner et DC l'ont dégagé et ont relancé des projets pour les personnages qui méritent mieux que de devenir ses esclaves. Je veux dire, tu peux faire ça avec Fast and Furious, pas de soucis, car c'est clairement pas une licence avec une intégrité artistique avec des tas de visions qui complètent un grand ensemble. C'est grosso modo le même modèle de film d'action coco, donc peu importe le récipient tant qu'on a l'ivresse. Là, ce sont des personnages ayant des thématiques, une vision, des artistes, des histoires, des valeurs, des symboles, un héritage de 100 ans. Laisser Dwayne Johnson remodeler le DCU à sa convenance aurait provoqué la même merde que la Snyderverse, à savoir faire abandonner des projets beaucoup plus intéressants et forcer une hégémonie entre tous ces films qui serait aussi chiant que chez le MCU, et potentiellement menacer des visions très appréciées de l'univers DC Comics comme The Batman ou Joker. Non, et puis au bout d'un moment, mec, t'as combien de franchises qui fonctionnent rien qu'avec ta tête sur l'affiche? Jumanji et Fast and Furious, ça te suffit pas? Eh ben non, ça ne lui suffit pas, car Seven Box fait en sorte d'étaler son sourcil sur un maximum de licences nostalgiques avec lesquelles ils peuvent faire un maximum de suites. En allant voir la liste des projets en cours de production de Seven Box, on peut voir pas une mais deux suites à Red Notice, un troisième Jumanji, une suite à Jungle Cruise, une suite à Jack Burton où Dwayne Johnson remplacera Kurt Russell, une adaptation de It Takes Two, le jeu vidéo sorti il y a même pas 2 ans, une adaptation de Doc Savage par Shane Black, et surtout, San Andreas 2. Oh shit. Here we go again. Non mais, mec, combien de films catastrophes il faut qu'on fasse sur San Andreas pour que tu comprennes? Déménage! Et bien sûr, je suis sûr que vous vouliez que je parle de cette dernière grosse annonce de Dwayne Johnson. Vite, suis-moi! Aloha everyone, so excited and happy to announce that a live-action reimagining of Moana is in the works. Oh non, mais ils sont partout!
Ouais, beaucoup ont tapé sur Disney qui a encore plus rétréci sa limite de temps pour faire un remake live action d'un de leurs films. Cette fois, c'est un film en image de synthèse qui a même pas 7 ans. Faisant poser la question, mais pourquoi vous faites encore des films d'animation à ce stade? Et oui, il y a le remake de Lilo et Stitch qui fait pas mal polémique lui aussi. On en parlera la prochaine fois. Mais en vrai, je pense que le blâme devrait surtout revenir à Dwayne Johnson, qui a très probablement forcé un moyen d'exploiter une licence populaire liée à son image publique pour continuer à faire tourner Seven Box, qui, bien sûr, va produire ce remake. Donc on va sûrement avoir Maui qui va encore plus piquer la vedette à notre héroïne, limite s'il va pas faire toutes les chansons lui, et forcer un spin-off centré sur Maui et dire genre, je pense pas que ça rendrait service au personnage de mélanger Moana et Maui, ils devraient exister dans leurs propres univers. What can I say except... Oh et ouais, je dis Moana et pas Vaiana. Parce que la raison pour laquelle la VF a changé le nom du personnage principal est débile. Ils l'ont changé parce qu'une actrice porno italienne a le même nom que Moana, et qui voulait qu'on évite tout rapprochement entre les deux. D'après toi, pourquoi elle s'est appelée Moana, cette actrice? Les mots ont un sens, crétin, même les mots polynésiens, hein. Mais bref, Dwayne Johnson et Seven Box sont clairement des vampires, qui exploiteront des licences mortes vivantes jusqu'à la dernière goutte, pour que Dwayne puisse s'imposer auprès du public comme un mec sympa. Ça en est à un point où ça ressemble presque à une gigantesque campagne de propagande pour... lui-même. Ouais, je pense qu'il est temps qu'on en parle de ça. Monsieur le Président Johnson. J'ai évoqué à plusieurs reprises la série Young Rock qui, comme je l'ai dit, est une série autobiographique. Peut-être même la première du genre, car même Tout le monde déteste Chris se voulait comme une sitcom avant d'être une autobiographie, mais bref. Cette série est... ok. Pas nulle, pas incroyable, juste ok. Elle a un concept assez original, à savoir se focaliser sur 4 timelines différentes. Une où Dwayne Johnson joue son propre rôle et raconte sa vie. Une où il est tout gamin et passe du bon temps avec sa famille de catcheurs. Les meilleurs épisodes sont ceux avec André le Géant, de loin. Une autre timeline où il est ado et essaye de séduire une camarade de classe quitte à renier qui il est ou voler des trucs. Et une où il est un jeune adulte qui devient footballeur puis catcheur. C'est original et ça profite bien du côté épisodique de la série. Alors c'est la partie où il est ado t'emmerde, t'en fais pas, l'épisode suivant on retourne quand il était gosse ou quand il devient pote avec Hulk Hogan. Ce qui est très pratique dans ce format de sitcom où les épisodes sont censés avoir une morale ou un thème sans devoir trop dévier de sa véritable histoire pour les besoins de la narration. Le problème c'est que... ça spoil un peu en conséquence. Un épisode, tu vois la grand-mère de Dwayne Johnson avoir un business florissant en gérant des catcheurs, et ça se termine sur un enjeu qui menace son business. Épisode suivant, au fait, ma grand-mère a vécu sans domicile pendant des années après que son business ait coulé. Mec, le scénario de ta grand-mère et son équipe de catcheurs va reprendre bientôt, gâche pas tout. Mais la partie la plus fascinante est celle qui est complètement fictive et qui se passe en 2032, où Dwayne Johnson est montré en train de faire campagne pour la présidence. Ouais, l'enjeu central de la timeline où Dwayne Johnson joue son propre rôle, timeline qui revient dans tous les épisodes de cette série basée sur sa vie qu'il produit, le montre faire campagne pour devenir le leader des États-Unis d'Amérique. J'ai vu les 3 saisons de cette série qui reposent grandement sur les ambitions politiques de Dwayne Johnson. Et je n'ai toujours aucune foutue idée de ce qu'est son programme politique ou des valeurs qu'il prétend défendre en dehors de « je suis cool, aimez-moi ». Genre, vraiment, c'est quoi ton opinion sur, par exemple, la guerre au Moyen-Orient, ou le port d'armes, ou la sécurité, l'aide sociale, la place des LGBT menacée dans plusieurs états, la situation des prisonniers, ça avait l'air d'être un sujet important dans certains de ses films, il en dit quoi de ça? Et niveau économie, c'est quoi son plan? Et politiquement, est-ce qu'il est libéral, démocrate, républicain, socialiste, nationaliste, national-socialiste, bolchevique, stalinien, maoïste, polpotiste, reptilien, minecraftien? Les pires scandales qu'il affronte dans cette campagne fictive, c'est... les gens sont pas contents qu'il ait mangé un cheesesteak sans pain. Les amoureux râles sont 100 fois plus Oui, de je goût. comprends que vous m'en vouliez. Et je tiens vraiment à dire que je ne voulais offenser personne en mangeant un bol de viande au fromage. Quoi? Un cheesesteak? C'est ça le pire truc qui pourrait t'arriver et qui pourrait te coûter les élections? Sérieux? Et dans la saison 2, l'autre truc qui met en danger sa compagne, un troll sur Twitter qui dit de la merde sur lui, joué par Sean Astin. Sérieux? Je veux dire, même pour aller dans ton sens de survalorisation de ta propre personne, t'aurais pu montrer de vrais dangers pour ton image. Genre des connards racistes qui demandent à voir ton certificat de naissance, ou les mecs qui veulent faire croire que tu vas provoquer la guerre avec la Russie une fois président, ou comment tu gères les conspirationnistes qui vont dans ton sens ou pas, ou un journaliste scandale qui veut ressortir des détails honteux de ton passé ou de celui de tes parents, genre ta grand-mère qui fut en procès pour extorsion, quelque chose qui montre un minimum tes convictions politiques. Je te demande pas de faire du House of Cards, je sais que tu veux juste faire de la comédie légère et familiale, mais je demande juste un truc qui montre pourquoi tu veux être président autre que ta propre pomme. Genre vraiment t'as des moments où il parle de sa carrière comme toujours à la recherche d'une nouvelle façon de se surpasser. Genre, vraiment?
Tu veux être président juste parce que c'est la prochaine étape pour ton évolution? Waouh, ma comparaison à Lex Luthor devient trop réelle là. Je dirais bien qu'il met en avant une vision d'une Amérique qui récompense le travailleur et encourage la place de la femme dans son gouvernement. Donc en gros... Je fais exactement comme tous les hommes politiques! Et là, vous êtes probablement en train de vous faire la même réflexion que je me faisais la première fois que j'ai vu le premier épisode de Young Rock. Ouais, non, c'est de l'autodérision, c'est juste une blague pour se moquer de sa propre surpopularité, ça sert juste de setup rigolo pour les histoires se sont passées. Vous savez, il y a une leçon que j'ai apprise non loin d'ici, quand j'avais 15 ans et que je vivais à Bethléem. Accordez-moi juste un moment, je vais vous parler de l'année de mes 10 ans quand je vivais à Hawaï. Je crois que le plus simple ce serait que je vous raconte l'histoire. Laissez-moi vous raconter une histoire à propos de ma famille. Sauf que, je me suis renseigné sur la politique de Dwayne Johnson. Et il avait vraiment pour ambition d'être président des États-Unis. Je précise au passé parce qu'il a déclaré que ça lui a un petit peu passé et qu'il préférait se focaliser sur ses filles qui sont en train de grandir avant d'envisager la présidence. Par contre, faire 48 à Jumanji et Red Notice, hein... Et je dois dire, sa politique dans la vraie vie est aussi safe que sa politique dans Young Rock. Il n'y a qu'un pas pour dire que c'est un centriste consensuel. Et c'est là que tu te rends compte... Attends... Le fil rouge de toute la série, c'est que Dwayne Johnson raconte ses histoires de sa famille et de sa jeunesse pour capitaliser sur la sympathie qu'il aspire à des électeurs pour avoir leur voix. Oh merde, est-ce que toute cette série, toute son histoire sert à préparer son image pour son éventuelle campagne politique en vrai? Mon père savait que son travail était en train de changer. Et il avait peur d'être laissé de côté. C'est une peur à laquelle je sais que beaucoup d'Américains sont confrontés aujourd'hui. C'est pourquoi, en tant que président, je veillerai à ce qu'aucun d'entre nous ne soit laissé de côté. Tu es sûr que tu veux plus être président, Dwayne? Après, voilà, comme je l'ai dit, j'ai du mal à saisir quelle est réellement sa politique. Si ça se trouve, il ferait un excellent président, hein. Schwarzenegger a bien bluffé tout le monde avec son bilan de gouverneur, alors pourquoi pas, hein. J'ai même envie de croire que niveau célébrité qui s'impose comme président, je suis sûr qu'il ferait un meilleur travail que Trump ou Reagan. Mais ça ne fait pas une bonne série ou un bon film, en fait. Surtout si ta propagande politique est aussi apolitique. Au bout d'un moment, ce serait bien que Dwayne Johnson prenne au sérieux ce qu'il fait, quoi. C'est déjà abuser la façon dont il abuse de sa notoriété dans le domaine du cinéma, qu'est-ce que ça va être quand il voudra aller à la Maison Blanche, hein? Le pire, c'est qu'il y a un épisode qui revient à ses débuts dans le catch, où il était pas du tout populaire car le personnage qui mettait en scène était trop gentillet, trop clean. Il a commencé à vraiment se faire apprécier du public quand il a commencé à laisser exprimer le vrai lui-même, plus rugueux, plus tranchant, plus excessif, en jouant les méchants. Donc l'opposé de ce qu'il fait à travers cette série, où tout est montré pour se faire aimer sans risquer d'offenser qui que ce soit, le rendant très irritant dans sa facticité. En fait, beaucoup des films dans lesquels il a joué crient à l'oreille « Arrête de te la péter et sois un être humain avec des faiblesses qui reconnaît avoir eu tort !» Et il capitalise sur le succès de tous ses films mais ne les écoute pas. Je n'ai rien appris du tout, j'avais raison depuis le début. Même quand il fait de l'autodérision, c'est dans le sens « Je suis trop cool et les gens veulent être comme moi ». Dans Jumanji, il joue un gamin et Danny DeVito qui se retrouvent dans le corps de Dwayne Johnson. Et tous les gags reposent sur le fait qu'ils ne sont pas aussi cool que lui, même une fois dans sa peau. Dans Agent presque secret, la com a pas mal mis en avant la vanne de l'ouverture du film de Dwayne Johnson en adolescent obèse qui chante. Et c'est pour montrer à quel point il est mieux une fois qu'il est Dwayne Johnson. Et le chant, ça montre qu'il s'assume avec fierté, ce qui le rend encore plus cool. Dans Alerte à Malibu, on pousse l'absurde de sa popularité, et à aucun moment on ne critique l'arrogance du personnage de Dwayne Johnson ou rabaisse son ego. Même quand ils font le gag de « Ha t'as embrassé un mec », bah seul Zac Efron est humilié, là où Dwayne Johnson est genre « Ha il a embrassé un mec », alors que c'est toi qui l'embrasse, mec! Je veux dire, outre le côté bof et limite homophobe de la blague, tu te rends compte que par ta logique nulle qui dit que c'est humiliant d'embrasser un mec, ça devrait l'être encore plus pour toi qui est allé l'embrasser volontairement? Ça fait que Butter c'est pédé maintenant. Non vieux, ça veut dire que toi t'es gay. Quoi? Même dans Skyscraper où on montre qu'au début du film il s'est pris une bombe qui lui a fait perdre une de ses jambes, et ben il faut qu'on montre que c'est un super handicapé. Avoir une jambe en moins c'est pas un défaut pour moi, c'est un avantage. Tu peux aller te péter la jambe même à cloche-pied, connard. Et c'est la même chose dans Young Rock où dans la saison 3 on voit qu'il a perdu l'élection, mais le nouveau président va lui demander de l'aide quand même car il est quand même plus populaire que lui et seul lui est assez sympa pour être l'ambassadeur d'une négociation avec la première ministre ultra fan de catch d'un pays d'Amérique du Sud pour aider contre la pénurie de café. Sérieux, les enjeux politiques de cette série, waouh! I think I can do it. What, run for president again? No. Start my own country. J'imagine que ce n'est pas bon pour nous. Il veut anéantir le monde. Oh, toujours la même histoire, anéantir le monde. Je faisais déjà la blague de « Aimez-moi » dans ma vidéo sur Black Adam, mais en vrai, toute la carrière récente de Dwayne Johnson et son image publique, c'est vraiment ça! Forcer les gens à l'aimer! Et le pire, c'est que ça marche, hein, parce que les sondages montrent que plus de 50% des Américains seraient pour qu'il se présente à la présidence. Et je vais même dire, j'aimerais bien t'aimer, Dwayne.
Et je veux pas que tu me forces à t'aimer. Si je dois t'aimer, je veux t'aimer parce que tu fais quelque chose de vraiment bien. Et pour l'instant, ton ego lâché comme il est maintenant, ça mène au mieux à des Fast and Furious rigolos, au pire à Black Adam où tu rends cool l'exécution sommaire. Auprès de gosses. Montre-nous le vrai toi, pas la version aseptisée de toi qui est juste bon à vendre des boissons énergisantes. Tes meilleurs films sont ceux où tu es au service du film. Tes pires films sont ceux qui sont au service de ta personne. Donc, soit un acteur, soit un catcheur, soit un politicien, soit un producteur, mais arrête de vouloir être un dieu vénéré de tous. Accepte que certaines personnes vont te détester pour telle ou telle raison, au lieu d'être exagérément clean au point de l'insipide. Parce que finalement, c'est ça qui te rend chiant. Tu sais quoi ? Fais comme Maui. Comprends que tu n'as pas besoin de prendre le cœur de Taifiti et le donner aux hommes pour être aimé, et fais ce qui est juste, pas ce qui peut te faire aimer par les hommes. Et là, peut-être que tes films auront quelque chose d'authentique et d'intéressant à proposer. Parce que voilà, je veux pas que tu gâches le prochain film de Zemeckis, hein. Pinocchio, ça fait toujours mal au cœur, alors The King, s'il te plaît, sois gentil avec lui et laisse-le tranquille pendant qu'il bosse, d'accord ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de la chaîne. Et si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez déposer un don sur Patreon. Utip ayant fermé, cela va être ma seule plateforme pour des dons pour le moment. Où vous y aurez accès au Discord privé de l'émission, ainsi que des exclusivités et infos sur l'avancée de la prochaine vidéo. Et vous aurez aussi des contreparties comme votre nom générique, des badges, des mugs, des posters ou des t-shirts. Merci encore et à bientôt sur Fermez-la.